Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue. EISA et The Carter Center vous remercie. La presse, les journalistes, les partenaires et aussi les autres collègues des autres missions d'observation électorale de nous honorer de leur présence à cette conférence de presse. Merci à tous. Elle va se dérouler comme suit. D'abord, le chef de mission conjointe EISA-TCC, M. Denis Kadima, va lire la déclaration préliminaire. S'en suivra les questions que vous aurez à poser. Et il répondra à vos questions, pourra aussi donner la parole à ses collègues du podium, au besoin, pour qu'ils complètent aussi ses réponses. Et à l'issue de cette conférence, un cocktail sera offert dans le hall. Et nous voulons qu'elle dure 30 minutes. Voilà. Donc, et aussi, à la fin de la conférence de presse, des copies de la déclaration préliminaire vous seront distribuées. Merci. Je cède la parole à M. Kazim. Merci beaucoup. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Bonjour. Je voudrais vraiment vous remercier pour votre présence ici à cette conférence de presse de la mission d'observation de EISA et du Centre Carter. Et j'en profite aussi pour remercier les Ivoiriens qui nous ont bien accueillis et donné des informations qui nous ont permis de pouvoir tirer des conclusions. Ok, je disais, je remercie les Ivoiriens pour l'accueil et pour nous avoir donné, partagé avec nous leurs opinions par rapport à ce processus. Et la mission conjointe EISA Centre Carter est composée de 50 observateurs répartis comme suit. 12 observateurs de long terme qui sont arrivés ici depuis le mois d'août. Et puis il y a 24 observateurs de court terme qui sont arrivés il y a à peu près une semaine, appuyés par 14 experts électoraux qui ont permis justement à cette mission de faire son travail. Donc la mission s'exprime aujourd'hui pour faire part de ces observations faites jusqu'au 2 novembre. Donc, ce que nous allons dire ne concerne pas la partie de la compilation et de la publication des résultats. C'est ce que nous avons observé le jour du scrutin et aussitôt après. Nous ne traitons pas des résultats. Ça, il faudra le souligner. Alors, nous allons donc vous faire part des points saillants de nos observations. Le contexte politique et sécuritaire n'a pas permis d'organiser une élection présidentielle compétitive et crédible. Le processus électoral a exclu un grand nombre de forces politiques ivoiriennes et a été boycotté par une partie de la population dans un environnement sécuritaire volatile. Plusieurs candidats n'ont pas participé à l'élection et une part importante de la population n'a pas participé à ce scrutin. Les appels de l'opposition à la désobéissance civile et les actes de violence qui ont suivi ont également impacté le scrutin. Ces problèmes menacent l'acceptation des résultats par la population ainsi que la cohésion du pays. La décision du président sortant, M. Alassane Ouattara, de briguer un troisième mandat après s'être engagé à ne pas être candidat à sa propre succession a suscité une forte crispation au sein de la classe politique et de la population. La validation de sa candidature par le Conseil constitutionnel a été contestée. Cette orientation du troisième mandat, je peux dire, est préoccupante parce qu'elle fait écho à une tendance observée sur le continent africain d'amender la Constitution pour permettre à des présidents en exercice de briguer un troisième mandat.
Sur les 44 candidatures déposées, 40 ont été rejetées, sans que les prétendants n'aient eu accès à un recours effectif. Le rejet de leur dossier leur a été signifié en dernier ressort. Sur 4 candidatures acceptées, seuls M. Alassane Ouattara et M. Kodio Kona-Bertin ont mené campagne, et 2 autres candidats de l'opposition ayant appelé à boycotter activement le processus électoral. Ces facteurs combinés ont plongé le pays dans une période de campagne électorale déséquilibrée et terne, marquée par la désobéissance civile et des violences qui ont fait plus de 30 morts et des centaines de blessés. L'obligation de respecter la période de campagne officielle et l'interdiction de recourir aux biens de l'État ont été largement bafouées. Les modalités de financement des partis politiques et de la campagne électorale n'ont pu être que très partiellement appliquées, et le cadre juridique ne prévoit pas de plafond de dépenses de campagne ni de contrôle. La pandémie de Covid-19 et l'état d'urgence ont servi de soubassement pour modifier le code électoral par ordonnance 6 mois avant le scrutin, sans consensus préalable de la classe politique ivoirienne. La République de Côte d'Ivoire devrait être particulièrement sensible au respect des décisions de la justice internationale, et notamment des récents arrêts de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, dont les décisions s'imposent à elle. La liberté de réunion et de manifestation a été, par l'imposition d'une autorisation préalable soumise au pouvoir discrétionnaire de l'autorité de l'État. L'état d'urgence ne saurait imposer une telle limitation pendant une période électorale. La composition de l'administration électorale devrait garantir une représentativité des différentes forces politiques, pour autant brouillées par des règlements politiques et un blocage persistant de l'opposition sur les modalités de proposition de ses membres ayant entraîné leur retrait de l'institution. Cette situation a conduit la Commission électorale indépendante, CI, à fonctionner au niveau central avec 13 membres sur 16 et ses démembrements avec 5 sur 8, sur le 8 prévu dans les textes. En outre, les démembrements de l'administration électorale sont largement dominés par la majorité présidentielle avec 97% des présidents des commissions électorales locales rencontrés par nos observateurs appartenant au RHDP. Le fichier électoral de la Côte d'Ivoire a connu une révision en 2020 qui lui a permis d'accroître sensiblement le nombre d'électeurs et inscrits, atteignant ainsi environ 71% d'inscrits par rapport à la population cible. Cependant, le manque de transparence relative des institutions ivoiriennes sur ce sujet ne permet pas de garantir sa représentativité territoriale, la complétude des données ou encore l'unicité des électeurs. En outre, la radiation des électeurs décédés communiquée par la CEI ne représenterait que 5% des personnes potentiellement décédées depuis la dernière révision de 2018. Un grand nombre d'électeurs aujourd'hui décédés restent donc présents dans la base de données, ne permettant la délivrance que de 41,15% des cartes en amont du scrutin. Pour autant, cette situation n'a pas impacté le scrutin avec une mise à disposition des cartes dans les bureaux de vote et la possibilité pour les électeurs de voter sur présentation de leur carte d'identité nationale. Face à des médias politisés, l'opposition a profité des réseaux sociaux en les utilisant comme plateforme médiatique très influente dans ce processus électoral. Les 16 équipes d'observateurs de la mission internationale d'observation électorale des pays Sahel et Centre-Afrique ont pu observer les opérations de vote dans 17 régions du pays. Leur observation porte sur 213 bureaux de vote visités tout au long du scrutin. Le taux de participation observé est mitigé et présente de fortes disparités de vote, de taux de disparité sur le territoire national sur un taux élevé dans le nord, faible dans le centre et à l'ouest, et très variable dans le sud du pays. Le scrutin a été marqué par un grand nombre d'incidents et un environnement sécuritaire relatif. Ainsi, dans 6 des 17 régions observées, l'organisation du vote a été fortement impactée avec, à minima, 1,052, donc 1052 bureaux de vote comptabilisés par nos observateurs qui n'ont jamais pu lever dans ces régions. Dans les autres régions observées, en dépit d'incidents localisés, le vote a pu globalement être organisé dans de bonnes conditions. Eu égard à cette situation sécuritaire dégradée,
54% des bureaux de vote seulement ont pu ouvrir à l'heure et les opérations d'ouverture ont été évaluées positivement dans 66% des cas. En effet, les retards observés ont précipité les membres du bureau de vote pour ouvrir le bureau au plus vite sans respecter tous les points des procédures. Le matériel était bien disponible dans le bureau de vote et ouvert, même si l'utilisation des isoloirs et des tablettes mérite d'être renforcée. Les procédures de vote, quant à elles, ont été généralement bien respectées par les membres du bureau de vote, avec pour autant des lacunes s'agissant de la vérification des droits des électeurs, du contrôle biométrique prévu par la CEI et l'affichage des listes électorales qui n'est intervenu que dans 20% du bureau de vote. Les opérations de vote ont été globalement évaluées positivement dans 81% des bureaux de vote visités. Dans 15% de ces cas, les observateurs ont estimé que la conduite du processus avait été correcte. Seuls 2% des bureaux de vote ont été évalués négativement et les observateurs n'ont pu assister aux opérations de vote faute d'électeurs dans 2% des cas. La distribution des cartes d'électeurs a pu être organisée dans 89% des bureaux de vote observés et s'est déroulée conformément aux procédures et sans urgence dans 82% des cas. Les représentants des partis politiques étaient présents dans 99% des bureaux de vote, essentiellement du RHDP, soit 83%, l'opposition ayant boycotté le scrutin. Il s'agit là donc de nos observations principales. Nous aurons un rapport final après les élections qui va comporter beaucoup plus de détails. Pour le moment, nous sommes ouverts aux questions au cas où il y a une autre. Bonjour monsieur, je suis Gabriel Amad de ProTV. À cette étape de votre appréciation de la situation, est-ce qu'on peut savoir quelle est la crédibilité que vous accordez à ce processus électoral, surtout le scrutin qui s'est tenu le 21 octobre? On peut prendre 3 questions. On va aller par vague de 3. C'est une question complémentaire, Pierre Effens, Pays-Bois Matin. Quel est votre verdict de cette élection? Bonjour, Cyril Simon. Est-ce que vous, sur l'ensemble des bureaux, vous avez pu observer quel est le taux de participation? Ok, je combine les deux premières questions. On demande si les consultes sont prévues. Et la deuxième personne a demandé le verdict. Le verdict, je pense pourtant, j'ai commencé par le verdict. Je vais dire, comme ça, je ne vais pas me tromper. J'ai commencé par dire le contexte politique et sécuritaire n'a pas permis d'organiser une élection présidentielle compétitive et crédible. C'est ça la conclusion. Alors, quant au taux de participation, vous savez, le taux de participation, pour le mesurer, il faut avoir un échantillon représentatif. Je ne pense pas que notre échantillon a été suffisamment représentatif, mais tout ce que nous pouvons dire est que ce taux a été extrêmement bas, parce qu'à chaque instant où on recevait les données des observateurs, on a trouvé particulièrement bas. On ne peut pas vous donner un chiffre, ça c'est pas le cas. Merci.
Vous avez dit particulièrement bas, l'opposition parle de moins de 10%. Est-ce que le particulièrement bas rentre dans ces moins de 10%? Ok, je vois qu'il n'y a pas beaucoup de questions, ça signifie que j'ai convaincu que j'ai une question. Ok, non, évidemment la question de taux de participation, il faudra s'en tenir à la CEJ, mais nous avons sillonné le pays et nous avons expliqué qu'au nord, il y avait une certaine affluence, au centre, c'était extrêmement faible, et au sud, c'était variable. C'est ça, mais le chiffre du 10%, là, il faudra poser la question de l'opposition, comment ils vont calculer. Sinon, il faudra poser la question à la CEI. Mais je pense que tout le monde qui a été observateur doit s'être rendu compte que c'était, comparé aux élections précédentes, c'était très très bas. Ok, je pense que... Merci. Je suis Clarisse Apéléco de l'Innovation Afrique, magazine économique et politique pour l'Afrique, magazine française. Ma question à M. Denis Kazadi-Kazima est que vous nous avez donné les détails sur votre observation. Vous êtes chef de mission, vous avez observé cette élection présidentielle. Est-ce que vous nous confirmez que cette élection présidentielle n'est pas crédible, vu les détails que vous nous avez donnés? J'y ai répondu déjà à cette question. J'y ai répondu et j'ai même lu. Peut-être que vous l'avez lu, mais j'ai déjà répondu. Voilà. Vous avez dit quoi? Ça va. Mais alors, oui, alors ce que nous allons faire à la fin de cette conférence de presse, vous aurez justement notre déclaration préliminaire. Vous aurez tout déclaré et tout est dit là-dedans. Vous ne serez pas déçus. Merci beaucoup à tout le monde et on garde contact avec vous. Voilà, c'était la conférence de presse de la mission d'observation qui, dans son résumé, a dit clairement que voilà, les élections du 31 octobre 2020 ne sont pas crédibles. Voilà, c'est le mot qu'on peut retenir. Excusez-moi, je peux parler. Ils sont en train de distribuer tout, monsieur. Où ça? À l'extérieur, ils distribuent tout et aussi les communiqués de presse. Ok. Il y a aussi les communiqués de presse. Voilà, votre média 22 TV est présent. On vous fait vivre en direct les observations de cette mission qui s'est déroulée sur la Côte d'Ivoire.